que on a réussi quand même à un peu... Vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la presse face à une société civile défaitiste? Non, moi je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Nous n'aurions jamais accompli ce que nous avons accompli si la presse n'avait pas relayé autant notre combat. Et les changements qui ont eu lieu de 2000 à 2012, on les doit singulièrement à la presse. Ça, il faut le reconnaître. Parce que, d'ailleurs, les Sénégalais sont toujours accros aux journaux, au micro. Un Sénégalais ne peut pas se lever sans écouter RFM, d'autres radios, lire des journaux. Tellement nous croyons, tellement nous sommes attentifs à ce que dit la presse. Mais de plus en plus, on note, évidemment, ce n'est pas une critique, ça peut être une bonne chose, un professionnalisme, mais on note un désengagement par rapport au rôle que la presse joue. Et cela, évidemment, était pour nous très confortable parce que nous-mêmes, on nous appelait souvent, on relayait... Mais ce qu'on peut faire, nous, c'est vous tendre nos micros, oui. Vous ouvrir nos espaces, et on est en train de le faire. Non. Maintenant, si vous ne nous entendez pas sur rien du tout, ce n'est pas de notre faute. Non, ce n'est pas de votre faute, mais j'explique un peu ce qu'on peut appeler un affaiblissement des contre-pouvoirs. Et ça, le reproche, je l'accepte pour la société civile. Je dis qu'il n'y a pas eu une transition forte entre la société civile que nous constituions alors et celle d'aujourd'hui, qui certes est consciente d'activistes, mais peut-être qui n'ont pas encore cette expérience, ou en tout cas cette envergure que nous avions, au point, je rappelle qu'on avait organisé même un jury populaire pour carrément quelqu'un comme Latif Coulibaly, qui était à l'époque en prise avec dans l'affaire Sudatel, mais nous avions organisé un jury populaire pour carrément dire que cette personne n'est pas coupable. Et ça avait eu un succès total. Vous savez, il y avait des initiatives et nous avions un groupe d'action de la société civile. Chaque fois qu'un problème de cette nature se posait, on se réunissait et on faisait des actions concrètes, ce qui d'ailleurs a été à l'origine du 23 juin. Rappelez-vous que c'est moi, Alintine, à la RADDHO, qui avons lancé ce mouvement pour dire que, je reconnais, mais je dis de façon globale, il faut reconnaître qu'il y a eu, en tout cas, de par les acteurs fondamentaux, y compris la presse, une certaine en tout cas, l'État a compris qu'il fallait casser en tout cas cette dynamique de contre-pouvoir, et je crois que l'État a plus joué. Quelle est maintenant la solution, Maître, quelle est maintenant la solution face à ces restrictions et face à ces violations flagrantes de la Constitution? Oui, moi je pense que la jeunesse doit assumer ses responsabilités. Comme disait l'autre, chaque génération se découvre une mission, soit elle l'assume, soit elle la trahit. Et aujourd'hui, il est exclu qu'on pense que c'est moi, c'est Alintine, qui sommes beaucoup plus près du crépuscule que de l'avenir, qui vont se mobiliser. Je loue l'action de Guy Marius Sagna. Moi, je l'ai dit, c'est lui qui catalyse l'opposition la plus radicale. Oui. Et qu'on comprend pourquoi il est ciblé. Imaginez les charges qui sont retenus contre lui pour une manifestation pacifique et dont l'objet est noble. Oui. Lutter pour atténuer la vulnérabilité des populations sénégalaises. Quand dans un État démocratique, on met quelqu'un en prison avec des infractions aussi graves, on parle d'actions diverses pour le mettre sous mandat de dépôt, sans même préciser ces actions, ce qui est contraire aux principes généraux du droit. Donc vous voyez, il y a des activistes, mais je pense que la majorité de la jeunesse aujourd'hui est plus abonnée aux nouvelles, en tout cas elles ne sont plus nouvelles, aux techniques de la communication, de l'information, plus qu'au combat réel qui d'ailleurs détermine leur avenir. Je pense que ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour essayer de faire en sorte, parce que la démocratie n'est rien sans contre-pouvoir. Aujourd'hui, il est illusoire de penser que la séparation des pouvoirs, un parlement ici, un pouvoir judiciaire, parce qu'on constate une confusion entre le pouvoir politique, le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une réalité de par même le système. Non pas que les hommes ne sont pas à la hauteur, mais on est dans un système qui fait qu'il est difficile pour le Parlement de jouer son rôle. Le pouvoir judiciaire, de par les mécanismes que le pouvoir utilise, arrive à briser cet élan, même si vous voulez être indépendant, évidemment, nous connaissons la suite. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'imposer un rapport de force, faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs. Comment imposer un rapport de force alors qu'il n'y a pratiquement plus une opposition, pas de société civile, pas d'opposition? Comment imposer ce rapport de force? La société civile a quand même été l'un des contre-pouvoirs
qui a été le plus... vous êtes en train de conjuguer au passé. Non, je dis qu'a été et continue parce qu'aujourd'hui déjà, vous avez une manifestation qui est prévue le 13 et nous jouons un rôle extrêmement important au niveau international. Ne pensez-vous pas que tout ce qui vient de l'extérieur, ces condamnations du Sénégal, ces réprobations sont gratuites et résultent des documentations de la société civile. Nous documentons, nous sommes interrogés par les médias internationaux, les ambassades nous reçoivent et nous faisons un travail de documentation pour montrer effectivement, même si tout n'est pas noir aujourd'hui, le Sénégal est aux antipodes d'un régime démocratique. Je suis au regret de le dire, mais quand vous avez ces citoyens, le docteur Babacar Diop, Guy Marius Sagna, qui luttent pour leur peuple, et je pense que si on les récompense en les mettant en prison, c'est qu'on n'a rien compris de la démocratie. Mais aujourd'hui, au vu des charges qui pèsent sur Guy Marius Sagna, est-ce que cela veut dire qu'il sera condamné? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre la stratégie procédurale du parquet. Aujourd'hui, ces citoyens, vous les amenez devant les jeunes juges qui sont beaucoup plus portés vers l'indépendance, ils vont les relaxer. Mais comment les maintenir autant que possible en prison? Il faut les envoyer devant les juges d'instruction pour les garer complètement. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est conscient que ces jeunes juges, si vous leur amenez des citoyens comme ça, il va falloir prouver leur culpabilité avant qu'ils ne soient condamnés. Mais devant le juge d'instruction, si vous visez des articles comme actions diverses qui peuvent recouvrir le délit d'offense au chef de l'État, et l'article 80, le juge a les met liés, il les met sous mandat de dépôt pour un délai indéterminé. Vous comprenez comment la stratégie de poursuite peut déterminer l'atteinte aux libertés individuelles. Et ça, c'est vrai que nous avons toujours réclamé un juge de la détention. Tant qu'on n'aura pas ce juge de la détention, je ne mets pas en cause l'indépendance des procureurs, leur intégrité, mais ils sont dans un régime système où ils sont obligés d'obéir quand ils reçoivent des instructions écrites. Donc vous voyez, donc le pouvoir politique a le loisir d'éliminer temporairement, puisque cela relève des prérogatives du procureur, une personne gênante ou quelqu'un dont on estime qu'elle constitue une menace pour la pérennité du pouvoir, même si cela relève plus de la paranoïa que de la réalité. Je ne vois pas comment manifester avec des mains vides, même en atteignant les grilles du palais, on puisse saper les fondements de la République. Ça se fait aux États-Unis. Alors, maître, pour rester dans l'actualité, il y a eu l'affaire Bougazeli. La question peut être jugée personnelle, mais c'est pour comprendre par rapport à votre engagement droit de l'homiste. Il vous a convoqué comme avocat. Vous avez refusé de le défendre. Alors qu'on dit qu'un prévenu, quel que soit ce qu'il a fait, a droit à un avocat. Donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas voulu le défendre? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le règlement 5 de l'IMOA qui dit que la personne interpellée a le droit, l'officier est tenu d'informer la personne de son droit d'être assisté par un avocat. Dès que M. Bougazeli a été interpellé, moi j'ai reçu un appel du commandant de la section recherche qui me dit que j'ai quelqu'un, sans dire son nom, qui dit que c'est vous qui êtes son avocat. Immédiatement, j'ai dit à l'officier, évidemment, s'il dit ça, vous n'avez pas le droit de l'entendre. Laissez-moi, donnez-moi le temps de venir. C'était le jeudi vers 15h. Je lui ai dit, je serai dans vos locaux à 9h. Le commandant Beng, il peut confirmer. Le vendredi matin, j'étais dans son bureau. Ça, c'est la première phase où la personne, de façon spontanée, de par nos relations personnelles, peut-être a pu donner mon nom. Et là, je n'avais pas le droit de ne pas, évidemment, répondre. C'est comme le boutiquier à qui vous demandez de vous vendre, il n'a pas dit je ne peux pas vous vendre. Donc, alors qu'il a la marchandise. Voilà. Maintenant, par la suite, évidemment, je reconnais qu'il y a eu des pressions énormes. Sur qui? Je reconnais sur moi-même. Beaucoup de personnes m'ont appelé des proches. Mais cela, ce n'est pas ce qui a été la cause de ma dissuasion. J'ai toujours voulu être dans une position de neutralité par rapport à certaines causes qui peuvent évidemment impliquer ultérieurement des questions de droits de l'homme. Évidemment, moi, si j'étais impliqué tout au long de la procédure et que demain je constate que les droits de M. Bougazeli étaient violés, comment aurais-je pu, comment pourrais-je
m'élever comme je l'ai fait dans l'affaire Karim Wade où on a tenté de me confier, dans l'affaire Khalifa Sall on a tenté de me confier, mais je préfère défendre les anonymes, défendre les faibles et laisser ceux qui ont les moyens de constituer des avocats financièrement de chercher d'autres avocats, étant entendu que je m'assure que leurs droits ne sont pas en péril, puisque quand on dit que je vais confier 31 avocats, Assane Dioma Ndiaye, qu'est-ce qu'il ferait de plus, même si la notoriété est là. C'est pourquoi je suis allé voir M. Bougazeli pour le réconforter et dire que puisqu'il en est ainsi, vous avez maintenant un pool d'avocats, permettez-moi de me retirer, étant entendu que je défends tous les Sénégalais et je suis soucieux également au respect de la présomption d'innocence. C'est pas parce que je présume que vous êtes innocent, même si, comme je l'ai dit, je ne m'appartiens plus. Les gens pensent que Assane Dioma Ndiaye est un saint, alors que non, je suis un citoyen, un avocat qui doit gagner son pain. J'aurais pu accepter certaines causes, mais évidemment, je suis dans un tissu social, je me meurs dans un monde social qui évidemment me pose parfois des problèmes et je tends de plus en plus vers la retraite pour pouvoir recouvrer peut-être une vie beaucoup plus normale. Est-ce que depuis hier vous avez vu Guy Marius Sagna et professeur Babacar Diop et les autres, parce qu'on vient d'avoir l'information qu'il a été interné à l'hôpital de la prison, à l'infirmerie de la prison. Est-ce que vous êtes allé les voir pour voir si leur droit a été respecté au niveau je pense que nous avons un excellent confrère, Maître Moussa Sarr, qui plus d'autres jeunes avocats qui s'occupent bien de cette cadre. Là, nous sommes en train de nous organiser. Au-delà de ce péril qui pèse sur la santé de ces personnes, nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement doit faire attention avec cette affaire. Absolument. Parce que si une procédure est légitime, nous n'avons pas de problème. Mais quand la procédure n'est pas légitime et qu'il puisse s'en suivre des conséquences aussi dramatiques que celles que nous craignons avec cette persistance de la grève de la faim, je pense que le gouvernement doit revoir, en tout cas la justice, de par monsieur le procureur de la République à qui nous nous adressons et le juge d'instruction. Je pense que nous ne sommes pas face à des personnes à qui on peut reprocher des faits qui puissent justifier leur sort. Maintenant, ils ont choisi cette grève de la faim et nous disons que le Sénégal est tenu d'assurer aussi bien le droit à la santé et la sécurité de ces personnes. Et évidemment, s'ils persistent dans cette grève de la faim, nous serons obligés de monter au créneau. Même indépendamment de cela, nous ne cesserons de demander la liberté immédiate parce que nous pensons que dans une démocratie, le fait de manifester ne peut pas conduire quelqu'un en prison. Il ne s'agit pas d'une manifestation séditieuse, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence, c'est simplement une manifestation dont l'objet rentre dans le cadre des préoccupations sociales et ensuite ils étaient mains nues. Nous pensons que cette détention ne se justifie pas, mais surtout va encore ternir l'image du Sénégal sur le plan international. Et ce Sénégal n'appartient pas à ces politiques, ça appartient à tout le monde. Nous voyageons et nous sommes toujours peinés quand on vous dit mais ce qu'on entend chez vous, les gens qu'on met en prison, pourquoi on ne peut pas manifester chez vous? Mais ça, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi nous pensons que dans les jours à venir, quelle que soit la supposée faiblesse de cette société civile, vous verrez des actions vigoureuses qui seront... Merci beaucoup, Maître Assane Dioma Ndiaye. Merci, Binta Diallo. Vous aurez le plaisir